Ce 30 mai 2023 restera un moment important, celui où, pour la première fois, les habitants de Moscou ont assisté à ces scènes de combat au-dessus de leur tête. Oui, ce 30 mai restera le moment où la population de la capitale russe s'est sentie vulnérable, le moment où ces scènes de guerre, jusque-là réservées au ciel des villes ukrainiennes, ont franchi la frontière. Le choc est important, on va donc ce soir s'y arrêter assez longuement pour en mesurer l'ampleur, pour en mesurer la portée, pour en mesurer aussi, bien entendu, l'impact. Quels dégâts, quelle réaction russe? On va voir tout cela en détail. Et au-delà, comment l'Ukraine a-t-elle réussi une opération d'une telle envergure? C'est bien sûr la question qu'on abordera aussi. Quels sont ces drones et à quoi répond cette nouvelle stratégie, semble-t-il, de la terreur qui ressemble à la réponse du berger à la bergère, stratégie de la terreur sur les villes russes, si on peut parler de nouvelles stratégies. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir François Hesbourg. Bonsoir. Bonsoir François, merci d'être avec nous, conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique. J'ai le plaisir d'accueillir le général Christophe Gomard. Bonsoir Christophe. Bonsoir David. Ancien chef du renseignement militaire, ancien chef des forces spéciales françaises. On a le plaisir de retrouver Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Bonsoir Jean-Dominique, éditorialiste à l'opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Et on a le plaisir d'accueillir Vera Grandseva. Bonsoir Vera. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes russe d'origine. Vous avez toujours la nationalité russe. Vous n'êtes pas encore devenue française. Non. Mais vous êtes arrivée il y a très peu de temps. Vous connaissez donc parfaitement la Russie. Vous avez beaucoup de relais en Russie. Et vous allez nous aider à comprendre si, pour la première fois, la population russe, et en particulier la population de Moscou, se sent réellement impliquée dans cette guerre, si elle la touche du doigt pour la première fois. Je rappelle que vous êtes politologue et enseignante à Sciences Po Paris. Bien, commençons par les commencements, les faits, ce qui s'est passé, où, comment et avec quel impact. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelle a été l'ampleur de cette attaque ? Bien, regardez d'abord ces images. Il est 6h ce matin, heure locale. Le jour vient de se lever quand des drones, vous le voyez, surgissent. En voici un qui survole ici un parc, un autre que vous allez voir qui est lui au-dessus d'une route, un autre encore qui traverse le ciel d'une zone résidentielle. 3 drones donc, mais il y en a eu bien d'autres. Oui, cette attaque est la plus massive sur le sol russe depuis le début de la guerre. Cette pluie de drones a visé principalement l'ouest de Moscou, notamment des banlieues aisées. Au total, le ministère russe de la Défense en a compté 8. Les médias russes proches des services de sécurité, eux, vont beaucoup plus loin. Ils en dénombrent entre 25 et 32. On se rend mieux compte de l'ampleur de l'attaque quand on regarde la carte. En violet foncé, les points que vous allez voir apparaître qui se trouvent juste ici. En violet foncé, donc, ce sont les frappes qui ont atteint leur cible. Et en rose, tous les autres points, les engins qui ont été interceptés. On comprend donc que c'est le cas pour une majorité d'entre eux. Et ce que l'on comprend aussi, c'est que l'attaque la plus proche, qui se trouve donc ici, est à 10 km seulement du Kremlin. Et qu'on est encore plus près, regardez, de la résidence de Vladimir Poutine, de Novo-Ogariovo. C'est pas innocent. Et donc, la défense antiaérienne russe a tout de même largement fonctionné ? Oui et non. Vous vous souvenez de ces nombreuses batteries antiaériennes qui ont été positionnées sur les toits des grandes villes, notamment effectivement de Moscou. D'autres l'ont été dans la banlieue ou la grande banlieue de Moscou. C'est ce que vous allez voir sur cette image. On voit ici une batterie antiaérienne en action. Donc oui, David, le système antiaérien a fonctionné. Mais 3 drones au moins seraient passés à travers ces mailles, alors que, par comparaison, le système antiaérien ukrainien intercepte, lui, la quasi-totalité des missiles ou des drones qui frappent Kiev. Les dégâts sont-ils importants ? Ce qui est remarquable, surtout, parce que c'est nouveau, c'est que l'on parle là de cibles civiles, de quartiers résidentiels, d'immeubles d'habitation. Ici, par exemple, un immeuble de 14 étages, vous le voyez, qui a été touché. Des témoins affirment qu'un drone a pénétré dans l'appartement du sommet de cet immeuble. Plus tard, on a vu d'ailleurs des débris de cet immeuble tomber après l'intervention des secours. On a vu aussi un autre engin qui avait été abattu au-dessus d'un quartier chic de Moscou. Et on a ces images aussi de débris de ces drones. Alors, le bilan humain est modéré. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, parle de 2 blessés. Le bilan matériel semble lui aussi plutôt limité. Mais c'est bien le choc psychologique qui retient l'attention, suffisamment d'ailleurs pour que les télévisions russes déclenchent des éditions spéciales.
И сейчас к главной теме этого утра. В Минобороны России заявили, киевский режим выпустил по объектам в Москве 8 беспилотников. Они врезались в здание на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, а также на улице Атласова в Новой Москве. Повреждения невелики, от 6 до 8 квадратных метров. Dans les rues, réactions un petit peu diverses. Les habitants se disent globalement peu surpris. Certains se disent soulagés d'avoir été épargnés. D'autres sont en colère contre Kiev. Рада, конечно, что не на наш дом, но это совсем рядом. Это логично, закономерно. Ну, вот все, что я могу сказать. Ну, что суждено, то и будет. Поэтому дома не отсидишься тоже. Конечно, нужно думать о безопасности жителей, тем более это столица. Уже все границы переходит киевский режим. И это очень грустно на самом деле. Просто они уже, тем более, что они направляют эти дроны на жилые дома, да, на город. Et Vladimir Poutine s'est exprimé lui aussi. Oui, toute la journée, les autorités russes ont dénoncé un acte terroriste. Le maire de Moscou, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et le maître du Kremlin, effectivement, a lui-même pris la parole en milieu d'après-midi. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь. Путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Immédiatement, il brandit aussi la menace d'une riposte russe. Россия, видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины, которые, ну, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. Merci Fanny. On commence avec vous, Vera, puisque vous viviez en Russie il n'y a pas si longtemps. Comment imaginer l'impact de ce qui s'est passé sur la population russe d'abord? L'impact est assez important. Parce qu'effectivement, dans les grandes villes comme à Moscou et Saint-Pétersbourg et des autres villes plus loin, la guerre était en fait quelque chose qui ne les touchait pas du tout. Et même il n'y avait pas d'empathie, bon, ni par rapport aux Ukrainiens, ça on a vu, ni par rapport aux populations russes qui habitent dans les régions frontalières, par exemple à Belgorod, à Kursk, où eux, ils participent dans la guerre déjà au niveau quotidien. Donc ici, tout d'un seul coup, les habitants de Moscou ont vu, en fait, ils ont vécu ce que les Ukrainiens vivaient pendant déjà un an. Voilà. Et bien sûr que c'est un choc, parce que c'est un choc de voir que la guerre est tellement proche, de voir que Moscou n'est pas en fait protégé. Tout ce fameux système de défense finalement fonctionne à moitié, donc il y a beaucoup de failles. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau que les habitants de Moscou découvrent. Après, à mon avis, ce qu'il faut retenir sur cette attaque, c'est pas une attaque dont les cibles étaient les civils. À mon avis, c'est pas tout à fait correct de le dire. On ne sait pas ce qu'étaient les cibles, parce qu'ils sont tombés dans certains endroits, mais on ne sait pas où ils en fait se dirigeaient. Ce qu'on voit plus précisément, c'est que l'attaque était effectivement menée vers les endroits où il y a les quartiers, ce qu'a dit votre collègue, aisés. Et ça, c'est à mon avis, c'est un peu, on diminue un peu le statut de ces quartiers. C'est vraiment un symbole de luxe des plus riches de la Russie, de Rublovka. C'est là-bas où il y avait. Ce sont des civils eux aussi. Oui, mais ce sont les civils, en fait, les responsables pour cette guerre. Parce que Rublovka est connu comme un endroit où il y a plutôt les oligarques russes qui habitent et surtout les hauts fonctionnaires, y inclus les responsables du ministère de la Défense, de Rosgvardia. C'est là-bas où ils ont leur villa de niveau luxueux, inimaginable. Donc il y a un certain symbolisme, à mon avis, dans cette attaque. Surtout, il n'y avait pas, à mon avis, de but de vraiment tuer beaucoup de civils. Il y avait plutôt l'idée de montrer que la guerre est proche et de peut-être aussi viser quand même les responsables pour cette guerre. Ça devait arriver, c'est ce qu'une habitante de Moscou a déclaré à nos équipes. Oui, en fait, c'est très intéressant parce que juste il y a quelques jours, j'ai lu une étude des journalistes russes de l'édition Commerçante. C'est les journalistes qui travaillent en Russie. Et ils sont allés à Belgorod pour aussi voir comment les gens sur place perçoivent les attaques des Ukrainiens. Est-ce qu'il y a une sorte de colère qui émerge dans les populations à Belgorod, où la guerre est devenue un phénomène quotidien? Et en fait, non. La plupart des populations disent on a reçu ce que nous avons provoqué. Et
on entend la même chose chez les moscovites de la génération plus jeune, parce que la femme qui était un peu plus âgée, quand même, elle était plus, à mon avis, infectée par la propagande, parce qu'elle accusait le régime de Kiev, disait que voilà, c'est eux qui dépassent toutes les limites. Mais sinon, dans les générations, par exemple, entre 20, 30, 40 ans, c'est plutôt vu comme quelque chose, en quelque sorte, juste, parce que c'est la guerre et on sait qui a commencé cette guerre. Bon, on abordera dans quelques instants la stratégie ukrainienne, ce qui est recherché à travers ce bombardement, la constitution, enfin la fabrication de ces drones qui pourraient donc parcourir des centaines et des centaines de kilomètres. Ça, on y viendra dans un instant. Mais je voudrais d'abord vous entendre sur, je disais tout à l'heure, ce 30 mai restera peut-être comme l'une des quelques dates importante de cette guerre, parce que c'est la première fois que Moscou est la cible d'une attaque d'une telle importance. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, François ? Oui, clairement, et les indispensables ont vraiment très bien travaillé. Vous avez vu le nuage de points d'atterrissage, si j'ose dire, forcé ou délibéré des drones. Et en plein centre du nuage de points, vous avez la résidence de Vladimir Poutine, la datcha de la banlieue, ainsi que celle de bien d'autres. Et il y a aussi des datchas dites d'aires de repos qui servaient au parti du temps de l'Union soviétique et qui ont été reconvertis. Moi, il m'est arrivé d'assister au moins une fois à une réunion dans une de ces datchas, il y a quelques années. Comme cible, c'est extrêmement tentant. Ce ne sont pas des cibles, ce ne sont pas des civils au sens habituel du terme, ce sont des décideurs. Là, on est des Ukrainiens, à ma surprise, parce que je pensais que pour une première opération, ils allaient la jouer, j'allais dire, relativement peu ambitieuse, un tir de règlement, si je puis dire. Et en fait, ils sont tout de suite allés à l'essentiel. Moi, ce que j'en déduis, c'est que la prochaine fois, il y aura davantage de drones qui viendront d'Ukraine vers Moscou. L'attaque sera plus importante. La défense aérienne russe sera plus fortement sollicitée. Les engins Panzer que l'on a vus existent certes, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, le taux de réussite est inférieur à celui des Ukrainiens autour de Kiev. Et je pense que la stratégie des Ukrainiens en la matière n'est pas très différente de celle des Russes à l'heure actuelle vis-à-vis de Kiev, à savoir essayer de provoquer la concentration d'un maximum de moyens vers les villes, vers les capitales, là où elles ne pourront pas servir au moment des opérations offensives de l'été. Une batterie de Patriot à Kiev ne peut pas servir sur le champ de bataille principal de l'offensive. Des Panzer bloqués à Moscou ne pourront pas servir à tenter d'abattre les avions ukrainiens munis de missiles de croisière Storm Shadow lors de l'offensive. Donc il y a à la fois une logique stratégique, qu'on a évoqué avec le choix des cibles, mais aussi une logique opérationnelle. Alors ça, on va venir plus en détail, mais encore une fois, il faut mesurer ce que ça provoque aujourd'hui côté russe. Absolument. Yevgeny Prigojine, par exemple, parmi d'autres, écoutez ce qu'il dit. Pour lui, c'est le gouvernement, et il ne dit pas la présidence, mais on sent qu'il le pense très fortement, qui est directement ébranlé par cette attaque. Écoutons-le. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты, отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать. Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой. Да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ
имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам. А ведь я об этом уже много раз предупреждал. Но слушать никто не хочет, потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно. Montage Ryan Janati. J'avais oublié de vous dire que, évidemment, c'est Prigojine avec son style toujours aussi fleuri. Ça vous amuse beaucoup, mais... Ça, je veux dire, qui plaît aux Russes, qui plaît au peuple russe, je pense. Hein. Alors, je ne sais pas si ça plaît au peuple russe, mais est-ce qu'on peut s'imaginer que cette réaction-là, presque épidermique, qui est intervenue quelques minutes après le bombardement, elle peut être partagée plus généralement ailleurs, parmi les élites, dans la population? Moi, je pense que oui. Prigojine, en fait, quand il s'adresse aux Russes en général. Et il s'adresse aux gens de la rue. Et ce qu'il dit là, je pense que les gens de la rue en Russie le pensent. C'est-à-dire, attendez, on nous parle, on met des moyens dans notre défense, etc. Et on est incapable d'arrêter quelques drones ukrainiens, qui sont des drones civils, même pas militarisés, si ce n'est avec une petite charge militaire. Et je pense que c'est ce que pense réellement la population civile russe. Donc c'est un choc pour vous. Indiscutablement, c'est un choc pour cette population russe. Oui, voire alors qui se sentait peut-être à tort protégée. Il y a eu ces quelques drones au-dessus du Kremlin, mais finalement jusqu'à présent, c'était plutôt des actions plutôt du côté de Belgorod ou pas loin de la frontière. Là, Moscou, qui est quand même le cœur de ce grand pays, qui est attaqué avec non pas un drone, mais plusieurs drones. Si on en croit certains, c'est plusieurs dizaines. Donc oui, ça doit être un choc pour la population russe, et on le voit bien à travers les témoignages de la population qui était là. Enfin, il fallait s'y attendre compte tenu de ce qu'on fait, de ce que les Russes font. Il fallait s'attendre à ce retour de bâton, parce que c'est un retour de bâton. Alors, Jean-Dominique, c'est toujours la même chose. Si on s'imagine, il y a 15 mois, la Russie tente de prendre Kiev. 15 mois plus tard, c'est Moscou qui est menacé. Moscou qui est menacé dans cette guerre. C'est ce qu'on dit souvent, et sur ce plateau, ils ne sont pas manifestement en train de remporter la victoire. Et, alors Prigojine le dit, il le dit avec son langage fleuri, on n'est jamais déçu quand même quand on écoute Prigojine. Je veux dire que, mais que ce gars s'exprime comme ça en Russie aujourd'hui, qu'il insulte, alors que le pays est en guerre, qu'il insulte le ministre de la Défense, qu'il insulte le chef d'état-major, c'est inouï. On n'imagine pas ça, on n'imagine même pas ça chez nous. Enfin, on n'imagine pas que pendant une guerre, quelqu'un viendrait comme ça insulter le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées. Enfin, ça dit quelque chose quand même comment dire, de l'affaiblissement quand même du régime russe. Et sur l'attaque. La liberté de ton de ce Prigojine. Alors, est-ce que c'est un tournant? Non. C'est un pas de plus, je dirais. C'est un pas de plus dans la guerre psychologique. Enfin, au fond, ce à quoi on assiste là, ce sont des frappes psychologiques. Ce sont des opérations psychologiques. Ça fait très peu de morts, ça fait très peu de dégâts, mais l'impact psychologique, médiatique, politique est absolument sans commune mesure avec l'impact militaire ou simplement matériel de ces frappes. Donc, sauf si, comme dit François, ça signifie le rapatriement massif de systèmes antiaériens. Ça peut faire partie de la stratégie. Je dirais que c'est un bénéfice collatéral. Absolument. Mais le cœur de l'opération est une opération psychologique. Le théâtre des opérations se déplace dans le ciel de Moscou. Et comme vous l'avez dit, on est 15 mois après le moment où Kiev devait tomber entre les mains de Moscou. 15 mois plus tard, le théâtre des opérations, c'est le ciel de Moscou. Il s'est donc passé quelque chose, et les Russes le voient, avec leurs yeux même aujourd'hui. Ils le voient dans leur télévision. Ils l'écoutent avec Prigojine qui traite l'autre de... Enfin, excusez-moi, j'essaie d'être un garçon bien élevé, donc je vais pas répéter ces mots. Mais oui, bien sûr, c'est un impact psychologique considérable. C'est pas un tournant, mais écoutez, au cours du mois qui vient de s'écouler, on a vu des drones sur le Kremlin, en pleine nuit. On a vu des raids vers Belgorod. On a vu des frappes, plusieurs choses brûlées dans des endroits. Voilà. Il se passe quelque chose. Et nous ne sommes, je pense, qu'au début
Bon, François, un mot, puis on va voir quels sont ces drones, quelle est cette stratégie ukrainienne. Alors, d'abord, oui, ce n'est qu'un début. Et si les Ukrainiens ont l'intention de faire des frappes ciblées, ce que permettent les drones. C'est l'intérêt même basique des drones, c'est que c'est plus vulnérable qu'un missile, ça a toutes sortes de défauts, un drone, mais vous pouvez l'orienter, le diriger vers un endroit très spécifique. Réfléchissons un instant. Les Ukrainiens reçoivent sur Kiev et d'autres villes des attaques de drones nombreuses depuis l'automne dernier, depuis le mois d'octobre dernier. Et dans un premier temps, les opérations de drones étaient destinées à frapper une cible stratégique qui était le réseau d'électricité du pays. C'est-à-dire les transformateurs, les disjoncteurs, les trucs comme ça. Et ça a très très fortement sollicité les moyens ukrainiens. Les Ukrainiens en ont bavé des ronds de chapeau pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de trouver un nouvel équilibre et en fait de contrer la menace. Vous imaginez une vingtaine ou une trentaine de drones ukrainiens en train de se livrer simplement à cet exercice-là, le réseau électrique de la région du Grand Moscou. C'est tout à fait possible. Donc, bien sûr, tout ce que vient de dire Jean-Dominique est exact. Ça correspond à ce que nous voyons aujourd'hui. Ça peut prendre une autre ampleur, une autre dimension, comme on l'a vu en Ukraine. Eh bien, voyons justement, quels sont ces drones ? D'où sont-ils partis ? Parce qu'on est très loin, là, de la frontière ukrainienne, évidemment. Quelles étaient les cibles ? Est-ce qu'on a des éléments ? Est-ce que les Ukrainiens se sont exprimés ? Parce que la question vient ensuite derrière. Y a-t-il une nouvelle stratégie ? La suite de ces événements, voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, quels sont ces drones ? Sont-ils de fabrication ukrainienne ? Sont-ils de fabrication occidentale ou autre ? Eh bien, les images montrent deux types de drones. Le premier, c'est celui-ci. On voit, vous allez le voir, qu'il a une petite hélice qui tourne à l'avant lorsqu'il va apparaître. Voilà, cela ressemble effectivement à un petit avion. Les spécialistes ont reconnu le modèle UJ-22, UJ pour Ukr Jet, le fabricant, drone à hélice de fabrication 100% ukrainienne. On a vu effectivement qu'il vole à basse altitude, ce qui lui permet de tromper certaines défenses antiaériennes. Il a un rayon d'action maximal de 800 km lorsqu'il vole de manière autonome et il peut emporter une charge explosive de 20 kg. Sur d'autres images, on aperçoit un autre type d'engin et c'est étonnant, effectivement, on a l'impression qu'il vole à l'envers parce que la dérive est à l'avant et les ailes sont à l'arrière. Les spécialistes appellent cela des drones en plan canard parce que cela rappelle effectivement le vol d'un canard. Cela lui permet, paraît-il, d'avoir une meilleure stabilité, surtout à basse altitude. Cette fois, il s'agirait d'un nouveau type de drone, le Beaver Castor en français. C'est aussi un drone à hélice, mais avec un rayon d'action encore plus grand, de plus de 1000 km, et il peut emporter une charge explosive d'environ 20 kg. Lui aussi est de fabrication 100% ukrainienne. Il a d'ailleurs été financé par un appel aux dons. On va voir, vous allez voir, le parrain de l'opération Castor en train de poser à côté de l'un d'entre eux après avoir recueilli suffisamment d'argent. En décembre dernier, il a lancé sa récolte de fonds qui a permis la construction de 5 de ces drones. Il les a ensuite livrés au ministère ukrainien de la Défense et depuis, ils se sont multipliés. Opération Castor, des drones en canard, on est décidément dans un bestiaire dans cette affaire. Alors sait-on d'où sont partis ces drones ? Parce que je le disais, on est loin, très loin de l'Ukraine. Eh bien, la question est importante parce qu'on se souvient que lorsque 2 drones avaient ciblé le Kremlin début mai, personne n'imaginait qu'ils aient pu franchir une telle distance. On évoquait plutôt une piste intérieure. Eh bien, cette fois, de toute évidence, l'opération a bel et bien été lancée depuis l'Ukraine. On évoquait tout à l'heure le rayon d'action de ces drones, environ 800 km pour le drone UJ-22 et plus de 1000 km pour le drone Beaver. Et voilà ce que ça donne sur une carte, vous allez le voir. Moscou se situe ici
Et on va voir clairement que ces drones, UJ-22 qui apparaît en bleu et Beaver qui apparaît en jaune, leur rayon d'action, eh bien effectivement, ils ont pu tout à fait partir du nord-est de l'Ukraine, voire de Kiev pour le Beaver. Ce n'est pas anodin, cela signifie que Moscou est désormais à portée de raid de l'armée ukrainienne et donc directement sous la menace. On s'interrompt un court instant, mais Général Gomard, donc c'est une donnée nouvelle dans cette guerre, parce qu'on n'avait aucune certitude jusque-là que l'armée ukrainienne, s'il s'agit bien de l'armée, mais ça on en discutera tout à l'heure, ait la capacité d'aller aussi loin à l'intérieur de la Russie. Oui, depuis le début, effectivement, on s'est toujours étonné du fait que les Ukrainiens finalement n'attaquent pas le sol russe. Et petit à petit, 15 mois après, aujourd'hui, ils en sont capables. En réalité, la portée du drone est intéressante, mais ce qui est encore plus intéressant de mon point de vue, c'est comment est-ce qu'ils guident ces drones. Parce qu'un drone doit être guidé pour arriver au point d'impact choisi. Et pour être guidé, il a besoin de satellites. Donc savoir quel type de satellite ils utilisent, parce qu'en fait, il n'y a pas de satellite ukrainien en l'air. Il y a des satellites américains sans aucun doute, et je pense à Starlink, avec les accès donnés par Elon Musk. Donc je pense qu'il y a effectivement une corrélation entre capacité, de portée, et également une capacité de guidage, qui est également intéressante pour cibler le plus juste possible, comme disait tout à l'heure François Hesbourg. Et donc ça signifie, si c'est les satellites, ce sont des satellites civils. Absolument. Donc l'armée américaine ne se sent pas embarquée dans ces bombardements sur le territoire russe. Enfin, c'est intéressant effectivement de connaître cette donnée. Justine, comment expliquer que ces attaques kamikazes aient fait aussi peu de dégâts ? Eh bien, rappelons, comme le disait Fanny tout à l'heure, que 3 drones seulement ont évité les brouillages ou les interceptions. Mais c'est vrai qu'effectivement, on aurait pu imaginer des dégâts plus lourds. Alors, pourquoi si peu ? Une hypothèse principale pour l'expliquer, ces engins sont partis sans charge explosive ou alors avec une charge explosive très faible. Le spécialiste en aéronautique Xavier Titelman se demande même si ce n'est pas parce que ce sont des groupes de civils qui auraient mené cette opération. Écoutez-le. Donc il n'est pas impossible que ce soit pas l'armée ukrainienne, mais que ce soit des civils ukrainiens qui, en produisant ce type de drone, de l'aéromodélisme un petit peu amélioré, arrivent à avoir cet impact. Et c'est pour ça que l'effet militaire, que moi j'estime très faible, si vous aviez réellement des dizaines de kilos d'explosifs dans ces drones, l'effet serait beaucoup plus fort. Et comme c'est des civils, eh ben, ils n'ont pas réussi à avoir les explosifs. Et leur but, c'est de faire peur aux Russes, de la même manière que les Russes attaquent la population ukrainienne. Est-ce que ça vous semble plausible, Général ? Oui, mais également une capacité d'emport. C'est-à-dire que plus vous mettez une charge lourde, on parle de 20 kilos, ça limite également la portée de ce drone. Même pour des engins assez gros quand même. Oui, mais en fait, plus vous mettez de charge, donc il faut, je pense, du carburant. Donc effectivement, vous alourdissez le drone et vous rajoutez une charge militaire. Donc vous alourdissez encore le drone, donc vous diminuez sa capacité de portée en réalité. Donc c'est pour ça. Alors civil ou pas, je pense qu'en tous les cas, l'armée ukrainienne est forcément dans le coup, je vous dis, ne serait-ce que pour guider le guidage de ces drones. Même sentiment ? Oui, ça me paraît tout à fait vraisemblable. Par contre, ce que l'on voit dans cette affaire, comme depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est la symbiose entre la population civile et l'armée ukrainienne. C'est-à-dire vous avez un start-upper, pour utiliser du mauvais français, qui conçoit un nouveau type de drone, le fameux Castor, là, le Beaver. Il fait du crowdfunding. Décidément, vous allez vous attirer les foudres de l'Académie française. Voilà, pour employer l'Académie, il faut qu'elle se dépêche là, pour trouver les bons mots. Alors il va falloir demander à nos amis québécois de nous aider. Il fait son crowdfunding et le résultat, c'est qu'il arrive au ministère de la Défense, si je puis dire, avec les drones sous le bras, en disant voilà, on en a fabriqué 5, vous voyez, ça marche vachement bien. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est une forme de guerre qui, alors là, pour le coup, est d'une modernité absolument extraordinaire. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est très impressionnant. Jean-Dominique, vous vouliez ajouter quelque chose ? Pour reprendre la question que posait Fanny, savoir si la question de la charge explosive, tout ça dépend de l'effet que vous recherchez. Justine, pardon. Si vous recherchez un effet d'abord psychologique, ce que je pense, vous n'avez pas besoin de charge explosive en réalité. Il suffit que le drone vole au-dessus de la capitale pour faire un effet, pour obliger Prigojine à réagir et surtout
Vladimir Poutine à intervenir en direct à la télévision, manifestement sur quelque chose qui n'était pas prévu comme ça, et à toutes les télés d'ouvrir leurs journaux là-dessus. Si c'est ça l'effet que vous recherchez, vous n'avez même pas besoin de mettre 1 gramme de matière explosive dedans. Vous laissez simplement les drones voler. En revanche, si vous cherchez des effets militaires, alors là, vous allez le bourrer d'explosifs, mais surtout, vous allez concentrer vos 30 drones sur un seul objectif pour effectivement le détruire, celui-là. Mais ça semble pas être ce qu'ils cherchaient hier soir, enfin ce matin. Mais on verra pour la suite.